Nous sommes aujourd'hui le 13 juillet 2015 et nous sommes à Pondichéry, au sud de l'Inde, avec Thomas Blassel, un passionné des mathématiques, et avec lequel on va se poser une question qui peut paraître peut-être un peu incongrue, mais qui est de savoir si les mathématiques ne seraient pas aussi une science humaine. On a tellement l'habitude de les voir comme une science exacte et de les voir comme quelque chose de très intellectuel, très abstrait, un peu déconnecté, on va dire, de l'humain. Donc là, on va essayer de voir justement si il se cacherait pas autre chose derrière cette image. Alors Thomas, bonjour. Bonjour. Donc très tôt en fait, as été passionné par les maths. Tu as fait des études de mathématiques. Et puis tu as fait en Italie donc une thèse de laurea où pour la première fois tu as fait vraiment un peu de la recherche, on va dire fondamentale en mathématiques, et puis ça t'a passionné. Ouais. Et finalement donc ce premier émerveillement aussi, on va dire, de recherche sur les mathématiques n'a pas été vraiment complètement encouragé par rapport au système, on va dire, universitaire, enfin, tel que tu l'as vécu. Et donc finalement tu as laissé tomber le côté recherche et tu t'es plus orienté sur la pédagogie en fait. Oui. Exactement. Et donc tu as commencé à enseigner les mathématiques, donc en collège, lycée, UT. Et parallèlement, tu as commencé en fait à t'impliquer dans l'édition scolaire et parascolaire, qui petit à petit est devenue en fait après ton activité principale. Et donc là, il s'agissait d'imaginer en fait des livres, donc pas uniquement en mathématiques, donc c'était un peu plus large, hein, c'était en sciences. Sciences en général, oui, physique, chimie, biologie, j'avais les sciences en charge. C'est ça, et donc il s'agissait d'une part donc d'imaginer donc des livres pédagogiques, de réunir des équipes et puis donc de produire en fait des outils de travail, de réflexion pour les élèves. Pour les enseignants et pour les élèves. C'est ça. Et donc la chose qui t'a interpellé, donc c'est aussi cet enseignement en fait qui t'a mené à t'intéresser plus en fait aux mathématiques appliquées, parce qu'au départ c'était plus les mathématiques pures qui était on va dire ta passion. Oui. Et puis là tu commences à te rendre compte que les mathématiques en fait sont partout, qu'il y a des choses qui sont vraiment, enfin tout notre monde fonctionne sur base de mathématiques. Et en regardant plus profondément, tu t'es rendu compte que ça posait aussi des questions et ça révélait des choses en fait assez extraordinaires quand on prenait le temps de regarder un peu plus près, même ces mathématiques appliquées. Oui, oui. Et donc une chose qui a commencé à t'embêter, ou peut-être que ça t'est déjà un peu embêté avant, c'est la mauvaise presse qu'avaient les maths. Oui, ça m'a toujours beaucoup embêté. Je me suis toujours senti en décalage par rapport à effectivement ce que les gens imaginent des mathématiques en général. Donc l'impression générale que les gens ont des mathématiques est en général très mauvaise. C'est ça. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup gêné. Et voilà. Alors que pour toi, au contraire, c'était, d'après les petites discussions qu'on a eues, les mathématiques, c'était vraiment une mise en contact, on va dire, avec la beauté et l'harmonie. Un monde de beauté et d'harmonie dans les maths, oui. Mais au-delà de ça, un mystère vers lequel pointer les mathématiques, parce que quelque part, ça fonctionne dans le vrai monde. Donc tu as un lien comme ça entre l'être humain et la nature, à travers une construction qui a priori paraît complètement intellectuelle. Oui. Et donc toute ce découverte de beauté, d'harmonie, en même temps de mystère qui semble transcender quelque part les mathématiques au sens uniquement intellectuel du terme, quoi. Oui. C'est vraiment quelque chose d'universel qu'on touche. On a l'impression de toucher quelque chose d'universel dans les mathématiques. Et il y a effectivement d'abord, quand on commence à apprécier les mathématiques en général, c'est comme un jeu un peu pour les enfants, une forme d'esprit, d'avoir une joie, une sensation, une émotion en articulant des raisonnements. Donc ça c'est une première chose, je pense, qui fait qu'on aime les maths, ou pas. En tout cas c'est comme ça que moi je l'ai perçu. Et puis ensuite on touche à des choses qui sont extrêmement mystérieuses. On a l'impression de mettre le doigt sur des mystères de la nature. Et cette impression-là, elle est effectivement très renforcée par le fait qu'on a une construction qui est partagée par tous les mathématiciens, les scientifiques d'une autre, plus généralement,
et qui va pouvoir être utilisé dans des tas de domaines très différents, de la vie courante, de la vie intellectuelle aussi. Et donc, c'est ce lien très mystérieux entre une construction uniquement humaine de l'esprit humain qui se retrouve par pouvant expliquer des tas de phénomènes naturels. Voilà, c'est quelque chose qui est assez fabuleux, je trouve, à toucher du doigt. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une société où on enseigne des mathématiques qui sont avant tout des recettes pour résoudre un certain nombre de problèmes concrets, pratiques. Enfin, l'image qu'en ont les gens, en général, c'est plutôt ça. C'est pas du tout... c'est quelque chose d'extrêmement concret, dont la finalité est extrêmement concrète, alors que c'est une discipline absolument de spéculation, de recherche d'explication du monde, du fonctionnement du monde. Et c'est dommage, je trouve, que cette image-là ne soit pas véhiculée aussi, cette image des mathématiques est souvent assez mise de côté. Donc c'est ça qui t'a donné en fait envie de donner, on va dire, des outils aux enseignants, oui. de rendre les mathématiques plus intéressantes, de les réinscrire dans cet horizon, on va dire, un peu plus vaste. Oui. Et aussi en fait d'interpeller à nouveau donc les jeunes étudiants, les élèves, quoi, enfin de les passionner en fait pour cette matière qui à la base qui est passionnante. Et donc pour faire ça, en fait, l'idée de faire un petit livre, Oui. donc qui va sortir, donc, mais qui s'intitule donc les nombres avant le zéro. Oui. Et où en fait, par volonté de faire quelque chose de pédagogique, donc en posant des questions de base, en essayant d'apporter des réponses, tu as mené en fait à mener toute une enquête à travers l'histoire, à travers les différentes cultures, Oui. pour voir comment ces questions en fait, donc mathématiques se sont posées, certaines questions mathématiques assez universelles finalement se sont posées à travers les âges, à travers les cultures, comment est-ce qu'on y a répondu. Et donc on montre à nouveau ce lien en fait finalement entre la capacité humaine de s'interroger, de s'émerveiller, de poser des questions, d'y répondre, d'évoluer. Et tout en écrivant ça, donc en découvrant plein de choses et en faisant ce livre plutôt destiné en fait aux enseignants, Oui. tu te dis c'est un peu dommage parce que les premiers destinataires étaient supposés quand même être les élèves et Oui. les jeunes. Et donc tu te dis parallèlement, ce serait une bonne chose de vulgariser au sens noble du terme donc le contenu de ce livre en faisant une petite web série pour enfants qui s'appelle La vraie fausse histoire des nombres. Donc, où tu essaies de partager ces choses-là, mais de manière un peu plus, on va dire, en termes d'histoire. Ouais. Hein. Et, de fiction. De fiction, voilà, histoire-fiction, c'est ça. Et alors, bon, tu as déjà réagi sur un certain nombre de choses, donc je crois que tu as bien planté un peu le décor, mais pour entamer maintenant vraiment, on va dire, l'interview en tant que telle, la première question que je te poserai, on a parlé donc, de ce mystère des mathématiques, la passion des mathématiques, mais il y a aussi un mot qu'on avait évoqué en fait hier quand on bavardait un peu, c'était la joie des mathématiques. En fait, il y a une grande joie là-dedans et que c'est très triste parce que souvent, surtout en France où les mathématiques ont un peu ce rang particulier à l'école, donc beaucoup de personnes le voient un peu comme... Voilà, donc on le voit surtout comme ça, le critère de sélection qui fait peur, etc. Et donc c'est très souvent pas associé à la joie. Alors que pour toi, c'était vraiment une des premières choses comme ça qui... Oui, oui. Ben, ça, je pense que c'est le côté très humain, justement. C'est qu'on ne sait pas, en général, les gens ne savent pas que quand on fait des mathématiques, on a des émotions. Je pense que n'importe quelle forme de pensée procure des émotions qui peuvent être très même sensuelles. On peut avoir la chair de poule, on peut avoir des moments d'euphorie, des moments d'abattement aussi. Donc il y a quelque chose là, pour moi, ce qui est profondément humain. C'est vraiment... on touche à travers des raisonnements qu'on trouve beaux, qu'on trouve harmonieux, qu'on trouve profonds. On se met en œuvre une quantité d'émotions qui sont des émotions humaines qu'on retrouve quand on lit un livre, une poésie, voilà. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose
j'aimerais bien que les gens comprennent que qu'on peut avoir ce genre de réaction en faisant des mathématiques. C'est pas, tout le monde ne les aura pas forcément, mais de même que tout le monde n'a pas forcément des émotions devant un poème. On sait que devant un poème, on peut et on accepte le fait que des gens puissent être émus par un poème. Des gens peuvent être émus par un théorème aussi, qui peut être quelque chose de perçu comme très très beau. On peut être ému par une démonstration d'un théorème. On peut trouver qu'une démonstration n'est pas belle, donc essayer d'en trouver une plus jolie, qui est plus naturelle, plus simple, qui fait intervenir des démarches plus fines. Donc il y a tout cet aspect-là qu'en général on nie aux mathématiques, alors que n'importe quel mathématicien, je pense, moi je ne me considère pas comme un mathématicien, puisque je ne suis pas un chercheur, mais je pense que n'importe quel mathématicien et n'importe quel amateur de mathématiques sait ça. Et là, je parle effectivement de mathématiques qui sont déconnectées d'applications. On n'a pas besoin d'avoir une application pour qu'il y ait un intérêt à faire des mathématiques. L'application, c'est quelque chose qui vient en plus, qui est très important aussi, mais il y a des tas de résultats qui, pour l'instant, n'ont pas d'application et qui sont vraiment très, très beaux. Donc, si je t'écoute comme ça, pour toi au moins, est-ce que tu dirais qu'il y a même une dimension à côté de la dimension, on va dire, scientifique, hein, qu'elle soit science humaine ou science, on va dire, entre guillemets, exacte, hein, ouais. Est-ce que pour toi, il y aurait même une dimension donc, artistique, un peu, quelque part, dans les mathématiques, par rapport à cette recherche de beauté? Enfin, quand c'est par exemple un théorème, on a démontré quelque chose, on essaye de démontrer de manière plus belle. Certainement, oui, je pense qu'il y a une dimension artistique, poétique. Je pense qu'on a des définitions de toutes ces choses-là qui sont trop compartimentées, justement. La poésie, c'est pas forcément juste un poème. On est habitué aussi à parler de poésie quand on regarde un paysage, par exemple. On peut avoir des émotions de poésie. On peut avoir une sensation de poésie devant beaucoup d'autres choses qu'un poème écrit, vers, prose. Et oui, donc tout ce qui est... pour un mathématicien, il y a une forme de poésie et d'art donc, dans cette recherche-là. Et qui peut... c'est pas... je ne suis pas un chercheur, donc je ne travaille pas sur des mathématiques de pointe. Mais malgré ça, on n'a pas besoin d'être sur des problématiques très pointues pour ressentir tout ça. Un élève peut avoir ce genre de sensation en terminale, par exemple. C'est très possible. Parce que c'est aussi... c'est pas parce que un résultat est déjà démontré qu'il n'a plus d'intérêt. Parce que l'intérêt, ça peut être d'y arriver soi-même, justement, par une manière qui peut-être aurait été déjà... qui n'est pas forcément nouvelle, mais l'émotion, elle est personnelle quand même. L'émotion de retrouver un résultat est quelque chose de personnel, qu'on expérimente de manière personnelle, indépendamment de la nouveauté, de l'importance du résultat qu'on démontre. Donc ça, c'est aussi, je trouve que c'est important parce que on a des mathématiques qui sont soit très appliquées, donc un système d'ensemble de recettes et tout ça, mais avec du coup complètement dénué de poésie, de recherche en fait. Et puis on a aussi l'image du mathématicien qui parle de choses complètement déconnectées de la réalité, très pointues, très difficiles à comprendre par la plupart des gens, mais cette joie et cette émotion on peut la ressentir même n'étant ni ces applicants des mathématiques, ni ces grands chercheurs qui travaillent sur des concepts très très compliqués. On peut avoir ces sensations-là à beaucoup d'autres niveaux beaucoup plus simples. Voilà. Et dans cette recherche, peut-être, parce qu'on a parlé du côté appliqué aussi, mais appliqué dans le sens que même dans les mathématiques pures, on se rend compte à certains moments que ça colle avec la réalité, ou ça peut coller. Donc il y a ce lien qui est assez interpellant. Ouais. Donc d'une certaine manière, les mathématiques, on va dire d'un point de vue scientifique, c'est quelque chose qui permet de toucher, on va dire un grand mot, la vérité, enfin ou une vérité. Oui. Et en même temps, là, on vient de parler aussi du côté esthétique, tu vois. Oui. Donc est-ce que pour toi, les mathématiques, ce serait aussi un peu une voie, on va dire, de recherche du beau et du vrai? Oui. Oui, je
pense que c'est effectivement, d'une certaine manière, ce que recherchent les mathématiciens. Dans leur monde mathématique, on cherche on cherche des vérités qui sont toujours, ça c'est quelque chose d'important à comprendre, parce qu'on parle de sciences exactes, on parle effectivement, quand on parle de vérité en mathématiques, il ne faut pas oublier que c'est des vérités qui sont toujours extrêmement circonscrites, c'est-à-dire qu'on est dans des cadres qu'on doit définir très proprement, très précisément, et dans ces cadres-là, on pourra avoir des vérités, mais on ne peut pas parler de vérité au sens plus large et plus absolu du terme, je pense que c'est ça qui fait aussi la force des mathématiques, c'est qu'à chaque fois, on définit un contexte, un cadre, et dans lequel on aura des vérités, des choses qu'on pourra considérer comme vraies. Alors, il y a en plus cet aspect de recherche de vérité qu'on atteint par des moyens le plus élégants possible. Ça, c'est très important pour les mathématiciens, ce que je disais tout à l'heure, j'insiste là-dessus parce que c'est pas quelque chose qu'on imagine en général. Cette recherche de démonstration élégante, elle est vraiment très cruciale. Il y a des mathématiciens, par exemple, je pense à un théorème qui s'appelle un théorème de Gauss. Gauss est un grand mathématicien. Il a démontré un théorème qui s'appelle le théorème de la réciprocité quadratique. Il a fait une première démonstration. Ça marchait, hein, mais ça ne l'a pas satisfait, parce qu'il trouvait que c'était pas très naturel, et il en a fait au cours de sa vie 6 autres. En tout, il a trouvé 7 démonstrations de ce même résultat. Il n'y avait aucun besoin de faire ça. Le seul besoin, c'était pour lui cette envie de trouver que ce théorème était très beau, et il trouvait qu'il fallait qu'il en ait une belle démonstration, parce que sinon il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'était pas... Donc, dans leur monde, ce que cherchent les mathématiciens, c'est des vérités qui sont en plus qu'on atteigne de manière harmonieuse. Voilà, ça pour moi c'est une évidence. Peut-être que du coup le fait d'évoluer dans un monde comme ça, peut-être que ça peut avoir des répercussions sur la vie, la manière d'appréhender les choses avec justesse dans la vie réelle aussi. Ça c'est pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est peut-être une sorte de modèle qu'on peut avoir pour conduire sa vie aussi. En te plongeant justement dans les différents contextes de vie dont émergeaient les mathématiques, hein, les vieilles cultures dans l'histoire, hein, et puis aussi dans la géographie, puisqu'il y a certaines des civilisations qui ont développé des mathématiques n'étaient pas en contact. C'est de manière tout à fait indépendante que des choses ont émergé. Donc ça, tu t'es intéressé en fait pour l'écriture de ton livre. Alors qu'est-ce que tu as découvert là, donc, déjà, comment t'es venue l'idée au départ? Ça ne va pas forcément de soi que quelqu'un qui veut faire un livre pédagogique sur les mathématiques et rendre les mathématiques intéressantes, qui commence à regarder des choses qui n'ont peut-être plus une très très grande on va dire, actualité, d'aller voir ce que faisaient les Mésopotamiens ou les Chinois ou les Indiens à l'époque, etc. Donc qu'est-ce qui t'a donné d'une part cette envie d'aller regarder là-bas, et puis une fois que tu as commencé à regarder, qu'est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que ça a suscité? Est-ce que tu étais surpris? Est-ce que tu es tombé? Alors au départ, ce que je voulais, c'était essayer de redorer cette discipline aux yeux du grand public et des élèves en particulier, parce que moi je trouve que c'est pas normal que des élèves à 7 ans disent « Ah, les mathématiques c'est terrible » alors qu'ils n'ont jamais fait encore. Donc c'est ça que je voulais essayer de changer, et on demande beaucoup aux professeurs d'expliquer, justement dans cet esprit-là, pour essayer de faire comprendre l'intérêt des mathématiques, on demande aux professeurs d'expliquer à quoi ça sert. Mais expliquer à quoi ça sert, c'est tellement vaste, c'est tellement pointu que c'est très difficile. Donc, finalement, les professeurs ne peuvent pas vraiment... Ils peuvent juste dire ça sert en économie, ça sert en physique, ça sert en ceci, ça sert en cela, mais sans être vraiment concrètement, sans établir concrètement un lien entre ce que les élèves apprennent à un moment donné et l'utilité pratique concrète réelle.
Donc ça marche pas, je trouve. Enfin, ça ne marche pas. Donc moi, ce que je voulais faire, c'était plutôt essayer de montrer les cheminements qui ont fait qu'on arrive à des concepts mathématiques, comme celui de nombre d'abord, puis comme d'autres, comme je sais pas, les cosinus, enfin tout ça, le théorème de Pythagore, vous savez. Enfin, je voulais qu'on essayait de donner au professeur un outil pour qu'il puisse utiliser l'histoire pour donner du sens à ce que les élèves font en classe. Donc là, ça me semblait être beaucoup plus utile de montrer vraiment un développement intellectuel, un cheminement. Donc une suite de questionnements, de tentatives de réponse. Alors il y a beaucoup de choses qui m'ont étonné là-dedans, parce que je parle des mathématiques antiques, donc c'est des mathématiques très élémentaires, que moi je pensais complètement maîtriser. Mais du coup, ayant voulu mettre en avant un cheminement, je me suis dit, je ne peux pas me permettre de laisser des questions en suspens. Donc dès que j'avais une question, j'essayais d'y répondre. En fait, il y a beaucoup de questions que je ne m'étais jamais posées et qui en fait ne sont pas du tout, qui sont très légitimes, qu'il faut se poser et qui ne sont pas, dont la réponse n'est pas évidente. Donc ça, c'est une première chose qui m'a beaucoup étonné. J'étais surpris par le manque de compréhension et de connaissance que j'avais des systèmes de numération avant de travailler là-dessus. Pour moi, c'était... Voilà, je disais, il n'y a aucun problème pour moi là-dessus. Conceptuellement, j'ai tout compris. Est-ce que tu pourrais donner un exemple, par exemple, de choses qui t'ont interpellé ? Par exemple, quand on parle de système de numération, on parle de base. Donc nous, on est dans un système en base 10. Le problème de la base est... Alors effectivement, on sait qu'on peut travailler avec une autre base que la base 10. Dans l'histoire, on trouve des peuples qui ont travaillé, les Mésopotamiens avec une base 60, les Mayas avec une base 20. On trouve quantité d'autres... Donc ça, je le savais, parce que les ordinateurs aujourd'hui travaillent avec une base 2 en binaire, ou en hexadécimal. J'étais habitué à cette idée Mais la question, par exemple, que je m'étais jamais posée, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une base ? Tout simplement. Je veux dire, c'est pas simplement le fait d'avoir un paquet de 10, ou un paquet de 2, ou un paquet de 16, mais c'est l'idée de pourquoi est-ce qu'on doit définir les autres ordres de grandeur comme étant des puissances du premier. Voilà, donc 10, 100, c'est 10 fois 10, après 10 fois 10 fois 10, et ainsi de suite. Ça, c'était une question que je ne m'étais jamais posée, et qui, je pense que c'est tout ce genre de questions-là, elles permettent de vraiment bien comprendre pourquoi aujourd'hui on a un système comme le nôtre, qui n'est pas le seul possible, on pourrait en avoir des tas d'autres, mais c'est des questions qui méritent d'être posées. Et voilà, moi j'ai été très étonné par mon ignorance là-dessus, donc j'espère que ça pourrait aider les enseignants et du coup, par ricochet, les élèves à mieux comprendre ça. À mieux comprendre aussi que ces systèmes de numération, c'est le résultat d'un long processus de 5000 ans, minimum. Donc aujourd'hui, les élèves à 7 ans, ils doivent apprendre ça, ils savent que c'est comme ça et tout ça, mais ils ne savent pas que ça pourrait être autrement, ils ne savent pas que c'est le résultat d'énormément d'efforts au travers de l'histoire, au fil du temps. C'est quelque chose c'est une histoire qui est pleine de tâtonnements. Ça aussi, c'est quelque chose de très humain. Ces développements des systèmes de numération, c'est des erreurs, des tâtonnements, des petits coups de génie. C'est pas du tout, tout d'un coup, une découverte, on va faire comme ça, et on découvre qu'avec 10 chiffres, on peut exprimer n'importe quel nombre, le nombre d'étoiles, le nombre... Non, pas du tout, c'est quelque chose de beaucoup plus graduel et de beaucoup plus aléatoire aussi. Ce qui fait qu'effectivement, au cours de l'histoire, on a eu plusieurs types de systèmes de numération différents pas seulement par la base qu'ils utilisaient, mais aussi par la nature. Les Égyptiens ne comptaient pas ne représentaient pas les nombres avec des positions comme on fait aujourd'hui. Voilà, il y a une quantité de systèmes de numération différents les uns des autres.
Autre chose qui m'a vraiment étonné et qui a surtout renforcé cette idée de l'humanité des mathématiques, c'est que, comme tu disais tout à l'heure, au cours de l'histoire, il y a des peuples qui ont... tous les peuples qui ont eu des sociétés qui se sont développées, dans lesquelles des sociétés importantes se sont développées, ont tous été obligés de s'occuper de mathématiques, et notamment de nombres. D'abord de nombres, après de géométrie aussi, mais de nombres. Et ils ont tous été amenés à se poser des questions similaires. Donc après, ils n'ont pas forcément trouvé les mêmes réponses, mais les problèmes qui amènent au nombre, au calcul, à l'écriture des nombres, tous ces peuples-là se les sont posés, tous. Et donc là, on retrouve encore quelque chose qui fait que les mathématiques, c'est une question, est-ce que les mathématiques sont une nécessité pour les sociétés humaines? Je pense que oui, mais en tout cas, c'est ce qu'on a l'impression de voir à travers ces développements, les développements de ces sociétés antiques. On a l'impression vraiment que le développement des mathématiques va de pair avec celui des hommes, des sociétés humaines en tout cas. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve aussi, que je trouve assez vraiment intéressante. En tant qu'anthropologue, il y a une question qui me vient à l'esprit. On parle de nombre. Ouais. C'est vrai que de nos jours, en Occident, nombre, on pense surtout quantité. Oui. Et pourtant, par rapport à l'expérience humaine très diverse, ouais. Mais il y a certains nombres qui sont des nombres plus spéciaux que d'autres, on va dire, qui ont une qualité particulière. Par exemple, les cycles de la Lune, 28, il y a des nombres comme ça qui ressortent parmi les nombres. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, parce que donc, on voit aussi ce lien entre les mathématiques, à l'époque l'astronomie, astrologie, enfin, tout ce genre de choses-là. Donc, qu'est-ce que... Donc, venant, on va dire, d'un point de vue plus, on va dire, moderne, de mathématiques modernes, européennes, etc., puis tout d'un coup, se retrouvant là dans des choses où on sort, on va dire, des mathématiques telles qu'on pourrait se les imaginer en tant que, on va dire, occidental du XXIe siècle, tu vois, etc. Qu'est-ce que tu as découvert et qu'est-ce que ça t'a fait de découvrir tout d'un coup ces autres liens qui étaient peut-être un peu, peut-être même complètement insoupçonnés, en fait, au départ, quand tu as... Oui, alors j'allais venir à ça, effectivement. Moi, j'ai toujours eu la sensation que les nombres avaient des mystères. Mais c'est parce que quand on fait des mathématiques pures, la théorie des nombres sont des objets très importants. C'est les premiers objets dont on s'occupe. Donc moi, j'ai toujours eu cette sensation-là. J'ai toujours été fasciné par un certain type de nombres, comme le nombre pi, il y a certains nombres, quand on est mathématicien, qui sont assez fascinants. Mais ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que en fait, j'ai vu, en étudiant ces peuples, que cet aspect-là des mathématiques, on le retrouve partout aussi. Je veux dire, les mathématiciens, les gens qui s'occupaient de nombres en Égypte, c'était des scribes, des prêtres, des magiciens. En Mésopotamie, c'était pareil, chez les Mayas, c'était pareil. Et les nombres, effectivement, partout ont été à la fois des quantités que les commerçants devaient manipuler, et tout ça. Donc il y avait des techniques de calcul importantes, mais c'était aussi des sortes de liens avec le monde divin. Donc il y avait déjà quand les premiers hommes, les hommes de ces sociétés-là, étaient très tournés vers le ciel. Ils regardaient beaucoup le ciel parce que le ciel c'était la demeure des dieux. Enfin, je ne sais pas exactement quelles étaient leurs raisons précises, mais à mon avis, il y a cette immensité, la foudre qui vient du ciel, enfin tous ces phénomènes. Donc les hommes regardaient beaucoup les cieux et il y a des nombres qui ressortent. Tu parlais du cycle de la Lune, effectivement, 28 jours. Donc 28, c'était un nombre très important. Et en fait, dans toutes les civilisations, il y avait des nombres plus ou moins sacrés. Et c'est très étonnant d'ailleurs, parce qu'il y a des civilisations chez qui, par exemple, le 10 était sacré. Je pense aux Chinois, aux Égyptiens, mais le 10 chez les Mayas, c'était au contraire un nombre terrible.
Donc tout ça est très subjectif en fait, est très lié au peuple, mais cette fascination et cette certitude que les nombres ne sont pas que des quantités, on la retrouve partout. Et c'est le point de départ, je pense. Aujourd'hui, on a une distinction, on parle depuis tout à l'heure, entre les mathématiques pures et les mathématiques appliquées. Cette distinction, elle est là depuis toujours, en fait. Chez ces peuples-là, elle est déjà là. On a déjà une mathématique qui est commerçante, calculatoire, concrète, et donc avec une utilité quotidienne, disons, et une autre mathématique qui est celle des liens avec les mystères des origines de l'homme, des dieux, du fonctionnement du monde, donc beaucoup plus philosophique, on va dire, symbolique, philosophique et tout ça. Voilà, donc ça m'a beaucoup étonné, et là, honnêtement, effectivement, pour quelqu'un qui est mathématicien, donc qui a l'habitude, même avec un sentiment de ce mystère et tout ça, mais de travailler avec des outils mathématiques modernes et tout ça, et moi, au début, je me sentais complètement perdu dans ce domaine-là, de la symbolisme des nombres, du symbolisme des nombres. Et mais c'est fascinant parce que on voit bien que d'un côté, on a une recherche de règles de calcul pour aller plus vite, pour que les commerçants puissent faire leur... Et d'un autre côté, on a aussi une sorte d'arithmétique aussi des symboles qui se met en place. C'est-à-dire que les Chinois, par exemple, ils avaient... mais dans beaucoup d'autres civilisations, on a quand un nombre a une propriété, un multiple de ce nombre aura cette propriété-là aussi. Donc on a des opérations, les opérations vont être des vecteurs aussi des qualités des nombres. C'est quelque chose qui m'a beaucoup étonné. Donc du coup je suis allé un peu essayer de regarder, de faire le lien avec ce qu'on appelle la numérologie aujourd'hui. Voilà, qui, chez ces peuples-là, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, les sciences ne sont pas comme aujourd'hui, il n'y a pas les mathématiques, la physique, ceci, cela, tout est en fait une même recherche de compréhension du monde. Et du coup, les outils qu'avaient ces gens-là pouvaient servir à beaucoup d'autres choses. C'était beaucoup moins circonscrit à un type de problème. Une question un peu naïve de ma part, parce que je ne suis pas mathématicien. Est-ce que ça existe dans les mathématiques une orientation qui serait, je ne sais pas, les mathématiques comparées ou quelque chose comme ça, ou c'est quelque chose... Comme on a le droit comparé, moi je viens de l'anthropologie du droit, donc c'était cette idée justement, en anthropologie du droit, ça vient un peu de cette idée du droit comparé, de mieux comprendre l'essence finalement du droit, enfin dans son côté fondamental, puis c'est un côté appliqué, puis un côté fondamental. Le côté fondamental, c'est que si on regarde toute la diversité des expériences humaines, peut-être on va commencer à toucher à des vérités entre guillemets universelles ou essentielles, ou des choses vraiment basiques qui sont importantes. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en mathématiques? Tu parles de d'histoire comparée. Donc là, je parle de nos jours. Est-ce qu'il y a une étude, voilà, je sais pas, des mathématiques comparées, on regarderait qu'est-ce qui relie, qu'est-ce qui différencie. Donc toi, tu le fais dans le livre, mais est-ce qu'il y a comme ça une mouvance de gens qui s'intéressent à ce genre de questions? Probablement des gens. Moi, j'ai pas trop vu. Il y a quelqu'un qui s'appelle Georges Ifra qui a fait un travail gigantesque d'études comparées des nombres dans l'histoire, donc des systèmes de numération. Je crois que c'est le plus gros travail actuel qui a été fait, qui est difficile à appréhender, mais c'est un gros travail. Je suis pas sûr qu'il y ait... Enfin, moi, je connais pas de travail comparé sur le symbolisme des nombres. Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup, soit les mathématiques, soit la numérologie. La numérologie est pas très bien considérée par les mathématiciens en général. Et pourtant, les numérologues prétendent qu'ils utilisent des choses très très anciennes. Ce dont je ne suis pas si sûr que ça, mais enfin, je ne sais pas jusqu'où peuvent remonter, on peut faire remonter leur technique, mais bon. Moi je trouve ça très intéressant, parce que je trouve qu'aujourd'hui on a
justement, c'est un peu le paradoxe des mathématiques, c'est que d'un côté c'est assez décrié, c'est technique, et d'un autre côté, dès qu'on veut donner un peu de crédit, il est de bon ton d'utiliser des mathématiques en numérologie. C'est assez frappant. On voit très souvent des traductions mathématiques. Par exemple, je pense à une phrase que j'ai lue dans un livre que tu connais sur le yantra, qui dit le 9 est le nombre de la création, et il donne une raison qui est une formule mathématique. Donc cette phrase-là, elle devrait couper court à toute discussion, puisqu'il y a une traduction mathématique, ça suffit normalement à dire bon, c'est comme ça, donc le 9 est le nombre de la création. Et moi je trouve ça très intéressant d'aller regarder ce qu'impliquent ces traductions mathématiques, d'un point de vue mathématique évidemment. Et là on se rend compte que bon, c'est complètement subjectif tout ça. Donc je trouve ça très intéressant d'aller regarder les liens entre la numérologie d'aujourd'hui, les mathématiques d'aujourd'hui et justement les tentatives de langage commun qui sont souvent plutôt le fait de numérologues que de mathématiciens. Alors ton livre aussi s'appelle Les nombres avant le zéro. Oui. Alors bon, déjà on prend pour un donné le zéro de nos jours, donc là c'est aussi déjà tout un dépaysement de se retrouver en fait dans des paysages où il n'y avait pas encore de zéro. Encore de zéro, ouais. Mais bon, j'ai jeté un petit coup d'œil aux premières pages de ton livre. Ouais. Donc il y avait une autre chose qui m'avait tout à fait interpellé, parce que ça je n'en avais même jamais entendu parler en tant que tel, c'est la qualité particulière du 1. Ah oui. Dans le sens que oui, il y a 2, 3, 4, 5, 6, on est dans les nombres, mais le 1 c'est pas la même chose, parce que voilà. Oui. Et donc moi ça c'est par exemple une de ces peut-être évidences, une fois qu'on commence à y réfléchir, on dit bah forcément. Mais quand on n'y a jamais pensé, c'est... Voilà. Alors, est-ce que... Ça, c'est juste un des exemples qui m'a interpellé. Donc, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, parce que ça donnerait une illustration de comment, justement, on découvre un truc auquel on n'a jamais réfléchi, ouais, et qui, tout d'un coup... Moi aussi, paf, j'ai été surpris par ça. Parce que pour moi, le 1 est un nombre comme les autres. Comme le 0, aujourd'hui, on est habitué à le considérer comme un nombre au même titre que les autres. Le 1, c'est un principe. C'est un principe à partir duquel on peut... c'est un principe créateur des nombres. C'est pas un nombre. C'est pour ça que il a eu toujours très longtemps un statut particulier, parce qu'il est, dont touché beaucoup de peuples, il est considéré comme le principe créateur. Comme le Dieu engendre le monde à partir de lui-même, c'est ce que fait l'unité. Les nombres sont des ensembles, des collections d'unités. Donc ce principe-là de principe créateur qui engendre le monde par lui-même, on le retrouve exactement dans le 1, dans l'unité. Donc ça se comprend que les peuples anciens ils avaient beaucoup dès qu'on parlait de l'unité, du 1, les prêtres n'étaient pas loin. On sentait que c'est comme s'ils avaient un peu eu peur. Après, il y a eu les nombres rationnels qui étaient du coup des divisions. Et là, ça aussi, ça a été très long, puisque division d'unité, c'était la division du principe créateur, c'était quelque chose de difficile à accepter. Ça, c'est des discussions qui sont plutôt philosophiques, qu'on n'aborde pas en mathématiques évidemment, mais qui pourtant sont des questionnements de l'homme depuis très longtemps. Enfin, le parcours du 1, ça a été très long, même si aujourd'hui ça ne pose pas de problème. Mais c'est drôle parce que le 1 du coup est tombé de son piédestal un peu. Avant c'était un lien avec le 1, avec l'unité, le principe créateur. Et aujourd'hui, c'est un nombre comme les autres. Voilà. Et pourquoi tu t'es arrêté avant le 0 ? Alors, je me suis arrêté avant le 0 parce que j'avais besoin de m'arrêter à un moment. Et je me suis dit, c'est un bon moment. Parce que le 0 a beaucoup changé de choses. Le 0 a été
une découverte. Alors je m'arrête quand même à un proto-zéro, disons. On a quand même un zéro là où je m'arrête. Mais ce que je voulais voir, ce que je voulais faire, c'était montrer la nécessité de ce zéro qui apparaît un peu plus tard. Au début. Les Égyptiens, par exemple, n'auraient probablement jamais eu besoin de zéro avec le système qu'ils avaient. Mais pourquoi Parce que la première, le zéro, ça apparaît d'abord parce qu'on passe à un système où les chiffres ont une valeur différente selon la position qu'ils occupent. Donc chez les Mésopotamiens, il y avait un système positionnel comme chez nous, c'est-à-dire qu'on a le 1 vaut 1 s'il est dans la place des unités, sinon il vaut 10 s'il est dans la place des dizaines, ou bien 100. Enfin, le chiffre 1 n'a pas la même valeur selon l'endroit où on le place. Et en fait, le premier zéro, celui qu'on aborde dans le livre, c'est le zéro qui va indiquer une absence. Pour différencier tout simplement, par exemple, si je mets un 1 et un 1, ça peut être 11, chez nous c'est 11, mais parce qu'on a un zéro. Mais chez les Mésopotamiens, en admettant que ce soit ces chiffres-là, ça pourrait être aussi 101, s'il n'y avait pas de zéro. Donc au début, ils ont été obligés de mettre un zéro uniquement pour indiquer dans une colonne une absence de terme. Sinon, ils avaient des tas d'ambiguïtés dans leur système. C'est-à-dire qu'un nombre, en fait, une écriture pouvait représenter une infinité de nombres. Donc c'était un gros problème. Donc les Égyptiens n'avaient pas cette écriture positionnelle, non, c'est ça? Pas du tout. Les Égyptiens avaient des symboles qui représentaient leur ordre de grandeur. Donc un 10, c'était, je ne me rappelle plus comment ils le représentaient, je crois que c'était un doigt levé. Donc pour écrire 30, ils mettaient 3 doigts levés. Voilà, donc c'était pas du tout le même système. Donc ça c'est la première partie. La première nécessité du zéro. Et puis ensuite, il y a une nécessité calculatoire qui vient en fait des équations, probablement. Et le fait, c'est que quand on dit j'ai 3 vaches, là, on est obligé d'avoir un nombre pour mentionner la quantité de vaches qu'on a. On est obligé d'utiliser un nombre. Mais quand on n'a pas de vaches, on n'a pas besoin de nombre. On dit j'ai pas de vaches. Pas besoin d'un nombre. Donc le vide n'est pas quelque chose qu'on a besoin de quantifier obligatoirement. C'est ça qui a fait qu'on n'a pas eu besoin du zéro pendant très longtemps. Alors après, l'idée de ce qui est apparu en Inde, le zéro est apparu en Inde avec les nombres relatifs, c'est-à-dire ceux qui ont un signe négatif, qui peuvent avoir un signe et qui peuvent être négatifs. Donc le petit zéro, l'idée c'était le rien n'a pas besoin d'être quantifié, on ne va pas non plus aller chercher quelque chose qui est moins que rien. Le moins que rien, c'est encore plus absurde que d'aller essayer de quantifier le rien. Or c'est bien ce qu'ont fait les Indiens. Voilà, en fait le zéro dans les systèmes de numération, il marque un cap vraiment dans l'efficacité des systèmes de numération. Donc pour moi, c'était un bon moment de s'arrêter. Ça laissait quand même beaucoup de travail, puisque entre les premières perceptions du concept de nombre et l'apparition du zéro, on peut considérer qu'il y a 30 000 ans. Donc c'est pas une histoire qui s'est faite. Oui, ça c'était quoi? On avait trouvé des bâtons avec des encoches, c'est ça? Oui, les premiers témoignages, c'est ça, c'est des bâtons avec des encoches. Alors, il y en a les premiers, il y a un peu de controverse sur les premiers qu'on a trouvés, mais c'est pas très important. Il y a eu des bâtons, des os de babouin découverts qui datent de moins 25 000 ans avant Jésus-Christ, qui sont des bâtons, des os de babouin avec des encoches. Et donc c'était un décompte. La première activité numérique, c'est le décompte. C'est le décompte des jours, des vaches, enfin on peut compter tout, n'importe quoi. On peut se compter pratiquement. Ça c'est une question parce que concrètement, on a l'impression que tout peut se compter, mais les mathématiciens savent aujourd'hui que c'est pas vrai. On ne peut pas tout compter. C'est pas juste une question de l'infini, c'est une question du type de nombre. Voilà, donc on ne peut pas tout compter parce que l'infini existe, donc même si on avait le
temps de compter toutes les étoiles, par exemple, on n'arriverait pas à toutes les compter parce qu'elles sont admettons qu'elles soient une infinité, on n'arriverait pas à les compter. Mais il y a d'autres types de nombres qui ne sont pas conceptuellement comptables, pas dénombrables. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en mathématiques aussi, c'est de très beaux résultats. Alors là, je me suis perdu. Le truc qui est passionnant enfin, dans ce que tu es en train de dire, donc on était reparti sur l'idée que les nombres c'était pour compter, mais il y a d'autres nombres, on ne peut pas forcément les compter. Oui. Et on était parti de l'idée, on va dire, déjà de nombres qui avaient des qualités particulières. Oui. Puis on était arrivé aussi à cette idée que même des nombres qui allaient de soi pour nous, comme même le 1, c'est quelque chose qui n'était pas c'était même pas un nombre en tant que tel, c'était plutôt le principe dans le sens étymologique, l'origine de tous les nombres. Ouais. Puis là on vient de faire un peu le tour donc, par rapport au zéro qui a changé énormément de choses. Et puis en parlant, tu es en train de pointer aussi dans cette direction-là. Il y a des nombres qu'on ne peut pas découvrir en termes d'addition des nombres naturels qu'on a déjà au départ. Ouais. Par exemple, tu citais pi tout à l'heure. Ouais. Donc il y a des nombres comme ça qui... Alors qu'est-ce que tu pourrais nous en dire un peu quelque chose? Ça, c'est pour le mathématicien ou pour les mathématiciens déjà dans les différentes cultures, ça doit être un truc quand même assez phénoménal tout d'un coup de tomber comme ça sur des nombres qui sont... Les premiers mathématiciens qui ont vraiment pris conscience de ça, je pense que ce sont les Grecs. Parce qu'avant, les Mésopotamiens par exemple, les Égyptiens aussi, ont découvert racine de 2 par exemple. En fait, les mathématiciens aujourd'hui construisent les nombres à partir des nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3. Après, on peut construire avec des méthodes mathématiques les nombres relatifs, donc avec les si. On peut construire les nombres rationnels en divisant des nombres entiers. Ça donne des nombres rationnels. Et puis par des considérations géométriques, on se rend compte que finalement, ce n'est pas les seuls nombres. Il y a d'autres nombres. Donc quand je dis par considération géométrique, c'est que par exemple la diagonale d'un carré, on ne peut pas la mesurer avec la même unité que le côté. Donc là, on s'aperçoit que la diagonale, le nombre la mesure qui va représenter la diagonale d'un carré, c'est pas un nombre qu'on peut obtenir en faisant des additions, des soustractions ou des divisions, des multiplications de nombres entiers. Donc ça a été un gros choc chez les Grecs. On raconte, je pense que c'est une histoire qui est très connue, on raconte que le disciple de Pythagore qui a divulgué la découverte de racine de 2 a été tué par l'école elle-même. Parce que il avait dévoilé un secret qu'il ne fallait absolument pas dévoiler. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres nombres il y a comme le nombre pi qui est encore plus... parce que racine de 2, c'est une solution d'une équation qui fait intervenir des nombres entiers. Donc, d'une certaine manière, on peut l'obtenir à partir des nombres entiers. Pi, pas du tout. Et aucune équation faisant intervenir des nombres entiers ne peut déboucher sur pi. Donc, voilà, le nombre pi, comme beaucoup d'autres, c'est des nombres qui ont une nature bien différente. Et ce qui est très étonnant, c'est que c'est des nombres qu'on retrouve très fréquemment dans la nature. C'est quand on a une formalisation mathématique, par exemple, d'une planète qui tourne, dès qu'il y a un cercle, il y a le nombre pi. Il y a d'autres nombres très connus, comme le nombre E, qui est un nombre aussi comme pi, c'est des nombres qu'on appelle les nombres transcendants. Le vocabulaire aussi en mathématiques est très joli, il est très imagé. Et voilà, transcendant parce qu'il nous échappe d'une certaine manière. Donc je pense que c'est une bonne justification de ce terme-là, nombre transcendant. C'est des nombres qui échappent à notre appréhension complète, d'une certaine manière. Et donc voilà, le nombre pi, on peut s'en faire une représentation. C'est quand on prend un cercle, on divise la circonférence par le diamètre, ça sera toujours le nombre pi. C'est quand même une connaissance qu'on a de ce nombre-là, mais si on cherche des moyens de connaître sa valeur précisément, on n'arrivera pas.
Donc, et on sait qu'on n'y arrivera pas. Aujourd'hui, je crois que pi, on a calculé, je ne sais pas, 3 milliards, je ne sais pas combien de milliards de nombres après la virgule. Il y a des gens qui passent leur vie à faire ça, mais ils savent très bien qu'ils ne trouveront jamais la dernière, puisqu'il n'y en a pas. Et donc, ce nombre-là, très mystérieux, on le retrouve dans des tas de phénomènes de la nature. Le nombre E, on le retrouve aussi dans des tas de phénomènes importants. C'est le nombre qui est associé au logarithme. Le nombre E. Et ce qu'on sait aussi, c'est que finalement, ce nombre-là, dans un certain sens, ce type de nombre-là est beaucoup plus, il y en a beaucoup plus que de nombres plus simples. C'est-à-dire que quand on regarde l'histoire, on part de ces nombres entiers qui s'offrent à nous. Hein. Ils sont là, ils ne sont pas du tout faciles à définir, très compliqués à définir, mais ils sont là, donc on travaille avec eux. Les mathématiciens arrivent à en donner une définition cohérente et tout ça, mais complexe. Beaucoup plus complexe que les objets eux-mêmes, que les nombres eux-mêmes. Donc, à partir de ces nombres-là qui s'offrent à nous, on construit d'autres nombres en faisant des opérations, et ainsi de suite. Et on a l'impression que c'est quand on parle de nombres, c'est principalement ceux-là. Or, il s'avère que non, c'est pas ceux-là. Les plus nombreux, c'est plutôt les autres. Donc voilà, c'est quelque chose, la découverte, l'univers numérique, au cours du temps, c'est complètement... Donc là, on a fait une exploration, enfin un début d'exploration un peu de, oui. Je dirais même pas d'un univers, mais de ces univers. Hein, puisque, tu sais, tout à l'heure aussi, chaque chose doit être définie dans son contexte. Donc probablement là aussi, selon les nombres auxquels on s'intéresse, probablement on a des mathématiques un peu différentes, entre guillemets. Oui, donc, oui. Mais alors après ce tour, on va dire, de voyage, périple, donc revenons vers ton livre, hein, puisque donc, au départ, tu as fait ce périple par rapport à une question pédagogique, qui était celle de rendre plus intéressant, plus attrayant, plus passionnant les mathématiques pour ceux qui doivent les apprendre, puisque ce n'est pas uniquement le choix, hein, tu vas à l'école, il faut faire les mathématiques. Et donc, comment est-ce que tu dirais que donc, ces différents parcours, ces différentes découvertes, comment est-ce que ce périple se traduit par rapport à une pédagogie qu'on pourrait mettre en œuvre, donc une pédagogie des mathématiques, qui sortirait un peu les mathématiques, on va dire, de cette mauvaise presse dont tu as parlé tout à l'heure, et qui les rendrait un peu plus humaines, dans le sens, on est bien d'accord que ce n'est pas qu'une science humaine, etc., mais en réintroduisant, on va dire, je l'appellerais peut-être un peu ce caractère existentiel des mathématiques. Tu vois, dire c'est pas uniquement un truc intellectuel, mais il y a un truc un peu existentiel là-dedans. Qu'est-ce que tu... je pense que ça serait pas mal de raconter des histoires un peu, des histoires historiques, mais aussi des histoires sur peut-être les mathématiciens ou sur... voilà, je pense que il y a plusieurs choses. Déjà, essayer de réintroduire une dimension un peu plus de rêve, un peu plus existentielle, chose qu'on ne fait pas du tout. Hein. Donc ça peut se faire avec l'histoire, probablement. Ça peut se faire en montrant aussi que les mathématiques, aujourd'hui, elles sont cantonnées quand même, elles sont assez dissociées de ces problèmes existentiels en tant que tels, hein, en tant qu'objet de travail et tout ça. Même si les mathématiciens, pour beaucoup, ont cette dimension-là, mais je pense que ça peut être une bonne chose. Moi, je crois beaucoup aussi à essayer de de montrer que les mathématiques aujourd'hui, on a l'impression que voilà, il y a le coup près de l'erreur. Tu t'es planté, tu recommences, c'est nul. C'est les mathématiques élitistes, alors si t'es bon ça va, si t'es pas bon t'es nul. Les mathématiques c'est basé sur l'erreur aussi, on fait beaucoup d'erreurs en mathématiques, on passe beaucoup de temps à faire des erreurs, à corriger, à revenir, chaque erreur peut avoir un intérêt, et dans le développement de l'histoire, on voit qu'il y a beaucoup d'erreurs aussi qui sont faites, il y a beaucoup de tâtonnements, ce que je disais tout à l'heure,
Oui, grosso modo, il faudrait arriver à redonner une dimension un peu humaine aux mathématiques, en montrant que le moteur est un questionnement de l'homme. L'erreur fait partie de l'activité mathématique. Je pense que ça serait pas mal si on arrivait à faire comprendre ça. Et en plus, ça peut susciter des émotions. Donc c'est trois aspects qui me semblent très nettement oubliés aujourd'hui dans l'enseignement. Ça dépend des profs évidemment. Mais, alors c'est pas facile à faire. Hein. Mais voilà, je trouve que ça serait bien d'arriver à développer ces trois aspects-là. Sans oublier aussi le côté rigueur, le côté pragmatique aussi des mathématiques et tout ça qui est très important. Hein. On ne peut pas faire des mathématiques quelque chose d'un peu éthéré, où on ne fait que spéculer sur... C'est pas vrai, je pense que les mathématiques, c'est un gros ensemble dans lequel il y a la partie appliquée est très importante aussi. Elle nourrit l'autre, elle nourrit la partie pure aussi, en fournissant des problèmes. Mais c'est par ce biais-là, je pense qu'on pourrait arriver à intéresser plus de gens, à démystifier un peu, dédramatiser un peu cette... Une chose qui m'interpelle, toi, tu parles de la distinction entre les mathématiques pures et appliquées. Ouais. Je crois que peut-être une autre problématique qu'on retrouve dans beaucoup de sciences et beaucoup d'art, qui est un peu, on va dire, la forme et ce qu'on met en forme. Oui. Et il y a j'aime bien le citer, j'aime bien cette petite histoire, enfin cette petite anecdote, quand on dit le sage pointe du doigt la lune et l'imbécile regarde le doigt. Ouais. Hein, donc quand on fait des recherches ou quoi que ce soit, finalement on essaye d'aller vers cet inconnu, vers ce mystère. On est un peu au début de l'interview, hein, ce mystère qui nous interpelle, et puis on essaye de l'approcher. Puis finalement, donc, on recherche, on crée des outils, puis ces outils, finalement, c'est des doigts qui nous pointent un peu dans une certaine direction, qui nous permettent de comprendre un peu mieux. Mais il ne faut pas s'arrêter à regarder le doigt, c'était pas le plus important, c'est juste une étape, on va dire, dans le cheminement qui peut être très utile, qu'on peut appliquer. Et ce qui se passe effectivement souvent, c'est que on s'arrête au doigt. Et au moment où on s'arrête au doigt et qu'on oublie de regarder vers quoi ça pointe, ça devient très opprimant et très oppresseur. Donc en fait, la forme ou la technique commence à devenir une prison, plus que de devenir en fait un outil libérateur, émancipateur, qui au contraire qui permet d'aller au-delà de la technique, même à certains moments. Est-ce que tu aurais des pensées sur ce jeu, on va dire, donc, entre nécessité d'une rigueur, nécessité aussi d'une technique, nécessité, enfin, voilà, d'une démarche, si tu veux, qui soit solide, qui soit bâtie, etc. Mais en même temps, j'avais fait une interview de Pierre Joliot, biophysicien, et qui avait écrit un livre qui s'appelait La recherche passionnément. Donc, même chose, hein, c'est la joie, c'est la passion, enfin, dans le monde de la recherche. Et qui disait qu'une des choses qui était extrêmement importante au cœur pour lui de la démarche scientifique, c'est la créativité. Bien sûr, ouais. Et trop de technicité, il n'y a plus de créativité. En même temps, uniquement créativité sans borne et sans check-up, il n'y a plus non plus rien. Ouais. Alors qu'est-ce que tu en penses de ça, hein, en termes de mathématiques? C'est comme un espèce de relais. C'est-à-dire qu'effectivement, la créativité, c'est la première chose, hein, l'intuition, hein, le rôle de l'intuition est très important. Mais les mathématiciens savent que l'intuition peut être trompeuse. Donc la technique, la rigueur, elle permet justement d'éviter d'avoir une mauvaise intuition. C'est-à-dire qu'on peut déboucher, on se rend compte qu'on débouche sur une erreur grâce à un raisonnement technique, à des maniements de concepts et tout ça. En même temps, on peut très bien avoir un moment de blanc complet, donc avec une absence de créativité totale. On ne sait pas comment aborder quelque chose, on est là devant la feuille, on ne sait pas comment faire. Et là, la technique peut aider justement à continuer un petit peu. C'est-à-dire que la technique peut être vraiment un relais de l'absence de créativité à un moment, au moment de panne. Le formalisme peut permettre d'avancer, de continuer à avancer un petit peu et peut-être après de reprendre
faire revenir un flambeau. Moi, je dis ça beaucoup aux élèves. Quand ils ne savent pas comment faire, il faut qu'ils écrivent. Il faut qu'ils écrivent ce qu'ils savent. Donc, je leur dis, mais écrivez. Tu sais ça, ben écris-le. Alors, donc, ils écrivent d'une manière mathématique. Et ça peut les relancer. Mais c'est à mon avis, voilà, ce rôle-là entre, on a besoin de la rigueur pour vérifier la créativité, la validité de l'intuition qu'on a eue, mais on a besoin aussi de la rigueur et du formalisme pour pallier à des moments de vide un peu. Voilà. Je trouve que c'est une relation très intéressante. C'est pour ça que la rigueur, c'est pas simplement ce qui fait la force des résultats mathématiques, mais c'est aussi ce qui fait qu'on peut avoir des résultats mathématiques de temps en temps. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, tout à fait. Écoute, on commence à arriver vers la fin de l'interview. Hein. Le temps ça passe très vite. Ouais. Alors, bon, tu l'as déjà un peu indiqué par rapport à ces 3 éléments que tu aimerais peut-être plus mettre en avant donc, dans les mathématiques. Mais si tu devais résumer, ouvrir un horizon donc, pour des gens qui soit sont interpellés par les mathématiques mais en ont peut-être un peu peur, tu vois, ou alors sont forcés de faire des mathématiques parce qu'ils rentrent en CP ou en CE1 ou en CE2 et bon voilà. Quel serait disons le message que tu aimerais laisser ou l'inspiration que tu aimerais donner à ces gens, à ces jeunes mathématiciens dans le sens pas dans l'âge forcément, mais au moins dans l'esprit, donc qui gardent cet esprit neuf. Je leur dirais ce que j'ai déjà dit avant, effectivement, c'est que on peut avoir, c'est que c'est une activité sentimentale et qu'on peut, on peut se sentir bien, on peut se sentir heureux, porté, on peut se sentir aussi assez mal devant un certain nombre de vides créatifs et tout ça, de difficultés de compréhension. Mais le jeu en vaut la chandelle parce que vraiment on peut avoir des émotions très fortes, je disais sensuelles, charnelles, des émotions de ce genre-là avec les mathématiques. Oui. Ah voilà, tu vois, on est passé en fait de la... C'était un peu un gag interne entre nous, et on parlait des mathématiques pures et des mathématiques appliquées. Oui. On disait que toi tu étais arrivé des mathématiques pures aux mathématiques appliquées, oui. Et là en fait y a l'environnement qui nous indique voilà, l'effectivité des mathématiques avec un ventilateur qui marche, qui tourne, tu vois, ouais. Donc c'est bien, je pense une belle manière de terminer, ça nous fait redescendre sur Terre, tu vois, ouais, après ouais. Bon, je dis juste que il ne faut pas avoir peur de l'erreur aussi, ça je le dis pour les enfants. Ça fait partie, c'est normal de tromper. Voilà. Écoute, merci beaucoup donc, de nous avoir reçus et puis d'avoir partagé ces belles inspirations. Merci beaucoup aussi.